Pendant de nombreuses années, lorsqu'on parlait de l'industrie du spatial, c'était toujours les mêmes noms qui revenaient. Les États-Unis, la Russie, la Chine. Parfois, on parlait aussi un peu de l'Europe. Mais honnêtement, personne ne s'attendait à entendre parler du Congo dans cette conversation. Et pourtant, il y a de cela quelques années, un ingénieur congolais s'est lancé un objectif qui paraissait pour beaucoup totalement surréaliste. Construire des fusées au Congo. Et pas avec un laboratoire de milliardaires, ni même avec un budget d'agence spatiale. D'ailleurs, il n'avait même pas le soutien de son propre gouvernement. Il l'a fait avec les moyens du bord. Et aussi étrange que cela puisse paraître, il a réellement réussi à en lancer plusieurs. Mais ça, on va en parler après le générique. Lui, c'est Jean-Patrice Keka. Et son histoire est probablement l'une des plus intéressantes et méconnues du spatial africain. Parce qu'avant de parler de SpaceX, de satellites, de conquête spatiale, etc., etc., il faut se dire que construire une fusée, c'est déjà un défi colossal. L'espace semble proche lorsqu'on lève les yeux vers le ciel. Mais dans la réalité, il est incroyablement difficile à atteindre. Entre nous et l'espace se trouvent plusieurs couches atmosphériques. Et chacune d'entre elles rend le voyage un peu plus compliqué. Plus on monte, plus il faut d'énergie, plus il faut de précision, plus la moindre erreur devient fatale et coûte plusieurs millions. C'est pourtant ce défi-là que Jean-Patrice Keka a choisi d'affronter, et ce depuis la République démocratique du Congo. Avec les années, lui et son équipe développent plusieurs prototypes. L'objectif n'est pas encore d'envoyer un satellite dans l'espace. Dans un premier temps, il s'agit surtout de comprendre jusqu'où il est capable d'aller. Chaque lancement ramène de nouvelles informations. Certaines choses fonctionnent, d'autres un peu moins. Mais avec le temps, les fusées gagnent en taille, en puissance et surtout en complexité. Et c'est là que le projet devient particulièrement intéressant. Parce qu'on parle plus simplement d'un passionné qui fabrique des fusées dans son garage. À ce niveau-là, on parle déjà d'une équipe qui essaye de résoudre, à une échelle plus modeste, il faut quand même le dire, les mêmes problèmes que ceux auxquels sont confrontés les acteurs du spatial un peu partout dans le monde. Comment produire suffisamment de poussée, comment stabiliser la trajectoire, comment monter plus haut sans perdre le contrôle de l'engin, mais surtout, et c'est là où son cas est particulier, comment faire tout ça avec les modestes moyens dont il dispose. Parce que lorsqu'on regarde certaines images du projet aujourd'hui, c'est totalement hallucinant. On est très loin de ce qu'on s'imagine de SpaceX ou bien de la NASA. Et quand je dis très loin, c'est vraiment très loin. À certains moments même, on voit une partie du fuselage de la fusée qui est faite avec des boîtes Nido. Troposphère 1, Troposphère 2 et 3, dont le fuselage est composé de boîtes de lait en poudre. Et quand je dis Nido, je parle des boîtes de lait Nido. Ce qui est probablement la seule, et espérons la dernière fois, qu'on entendra parler de Nido dans l'aérospatial. Mais derrière cette anecdote-là, il se cache une réalité qui est beaucoup plus sérieuse. Chaque mètre gagné en altitude représente un problème technique qui a été résolu. Chaque lancement réussi signifie qu'un moteur a fonctionné, qu'une structure a résisté, qu'une trajectoire a été maintenue. Et même si ces fusées restent très loin des performances des grands programmes spatiaux mondiaux, elles démontrent quelque chose de très important. Le défi technique du spatial est difficile, mais il n'est pas impossible. Il est simplement un peu compliqué à atteindre. Mais à ce stade-là, une question commence à tout doucement émerger. Si les fusées deviennent plus ambitieuses, si l'équipe accumule de l'expérience, si les lancements continuent, pourquoi le projet n'a-t-il pas franchi l'étape suivante? Pourquoi, à ce jour, on ne voit pas des fusées Made in Congo rejoindre l'espace? Et ça, c'est probablement la partie la plus intéressante de l'histoire. Lorsqu'on parle de fusée, on a souvent tendance à imaginer seulement deux situations. La première, c'est que la fusée décolle et elle atteint l'espace. La seconde, elle décolle mais en chemin elle explose. Et pourtant entre les deux, il y a tout un monde. Parce que déjà, monter à 500 mètres d'altitude, ce n'est pas la même chose que monter à 5 km d'altitude. Monter à 5 km d'altitude, c'est encore tout autre chose que de monter à 15 km d'altitude. Et à chaque fois qu'on gagne un peu en altitude, de nouveaux problèmes apparaissent. Il faut davantage de poussée, il faut davantage de stabilité, il faut davantage de précision et surtout il faut davantage d'essais pour avoir un résultat qui soit cohérent. C'est exactement ce que Keka Aerospace va faire. Au fil des années, plusieurs prototypes de sa série Troposphère vont être développés.
Chaque version tente d'aller un peu plus loin que la version précédente, un peu plus haut, un peu plus vite, un peu plus longtemps. Et progressivement, les résultats commencent à arriver. L'un des premiers prototypes de sa série atteint environ 1,5 km d'altitude. Quand on le dit comme ça paraît peu si on regarde les distances parcourues par les agences spatiales traditionnelles. Mais lorsqu'on part pratiquement de zéro, c'est déjà une performance qui est remarquable. Surtout lorsque l'on se rappelle que l'équipe ne dispose ni de budget, ni même des infrastructures des grandes agences spatiales. Puis avec le temps, les prototypes suivants continuent de progresser. En 2008, l'une de ces fusées atteint environ 15 km d'altitude. Pour donner un ordre d'idée, les avions de ligne volent généralement autour de 10 à 12 km d'altitude. S'il faut le dire autrement, les fusées commencent à évoluer dans un environnement qui n'a plus grand chose à voir avec celui que nous connaissons depuis le sol. Évidemment, l'objectif final reste beaucoup plus ambitieux que les 15 km d'altitude. Keka souhaite continuer de monter toujours plus haut. Et son projet, Troposphère 5, vise alors à environ 36 km d'altitude. Et c'est précisément à ce niveau que les difficultés commencent à se multiplier. Lors d'un essai, une chambre de combustion explose et le lancement échoue. Et c'est à ce moment-là que l'on comprend mieux les difficultés du défi qu'il s'est fixé. Parce qu'à mesure que l'on se rapproche de l'espace, les problèmes n'ont pas tendance à s'additionner. Ils se multiplient. Le moindre défaut de conception, la moindre erreur de calcul, le moindre composant défaillant peut mettre fin à des années de travail et plusieurs millions investis. Et ça en juste quelques secondes. Malgré tout, le projet continue quand même. Les essais se poursuivent, les plans évoluent et surtout, une chose commence à changer. L'opinion publique commence à s'intéresser et prendre très au sérieux les travaux de Keka Aerospace. Au tout début de l'aventure, Keka Aerospace attire surtout la curiosité. Et c'est plutôt normal. Parce que lorsqu'un ingénieur décide de construire des fusées dans son jardin, les gens ont généralement deux types de réactions. Il y a ceux qui se disent qu'il est brillant et il y a ceux qui se disent qu'il est totalement fou. Il y a même un troisième groupe qui se dit que les deux ne sont pas totalement incompatibles. Mais à mesure que les prototypes progressent, que les essais se multiplient, le regard des gens commence un peu à changer. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre parler d'un projet spatial et monter des fusées qui décollent réellement. Petit à petit, les journalistes s'intéressent à l'aventure, les chercheurs commencent à suivre le projet, les institutions commencent même à regarder ce qui se passe. Et même à l'étranger, certaines personnes découvrent le travail de Keka et décident de lui apporter leur soutien. À un moment, une campagne de financement participatif permettra même de récolter des fonds pour poursuivre le développement de ces futures fusées. Le montant n'était pas énorme s'il faut regarder à l'échelle de l'industrie du spatial mondial, mais ce n'est pas vraiment ça qui compte. Ce qui compte, c'est que des gens ont pensé à plusieurs milliers de kilomètres du Congo que cette aventure méritait d'être soutenue. Et je trouve que c'est peut-être l'aspect le plus intéressant de toute cette histoire parce que, à ce stade, Keka n'a toujours pas réussi à mettre un satellite en orbite. Il n'a même pas réussi à rejoindre l'espace. Mais il avait déjà réussi quelque chose que beaucoup de projets ne réussissent jamais à faire. Convaincre d'autres personnes de croire en son idée. Lorsqu'un projet commence à attirer des soutiens, ce n'est généralement plus une question de technologie. Ça devient une question de vision. Bon, je vais tuer complètement le suspense. Non, Jean-Patrice Keka n'a jamais atteint l'espace jusqu'à ce jour. Mais honnêtement, ce n'est peut-être pas ça le plus important. Parce qu'au fond, cette histoire ne parle pas réellement de fusée. Elle parle surtout d'un homme qui a décidé de s'attaquer à l'un des défis considérés comme étant l'un des plus complexes de notre temps, alors que pratiquement rien autour de lui ne l'y prédestinait. Et quelque part, on peut dire qu'il a réussi. Pas forcément parce que ces fusées ont atteint leur objectif, mais parce qu'aujourd'hui encore, lorsqu'on parle du secteur du spatial africain, son nom continue d'apparaître dans la conversation. Et cette conversation, là, elle continue. Parce que pendant que Keka construisait ses fusées au Congo, d'autres entrepreneurs africains, des ingénieurs, des chercheurs, commençaient eux aussi à regarder vers le ciel. Aujourd'hui, certaines entreprises africaines développent des satellites, d'autres travaillent sur des moteurs, d'autres encore fabriquent des composants ou des logiciels utilisés dans l'industrie du spatial. Le secteur reste jeune, mais il existe tout de même. Et il est beaucoup plus intéressant qu'on ne l'imagine. D'ailleurs, si cela vous intéresse, mentionnez-le en commentaire et on fera une vidéo sur les entreprises africaines qui travaillent dans le secteur du spatial et qui œuvrent à l'échelle du monde. Et je vous assure, il y en a plein qui pourraient réellement vous surprendre.
Parce qu'au fond, l'histoire de Jean-Patrice Keka est fascinante, mais elle n'est peut-être que le premier chapitre d'une série beaucoup plus grande. Si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et nous, on se dit à plus tard pour de nouvelles vidéos autour de la tech et de l'économie, toujours basées autour du continent africain.